Bah, j'avais envie depuis un moment de faire un film pour tous. Ce qui pour moi veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas seulement un film pour enfants, mais un film que tous les âges peuvent voir. Alors, il y a un genre qui est pas parfait pour ça, c'est évidemment le conte de fées. Dans la mesure où c'est quelque chose qui ne nous lâche jamais. J'ai l'impression que on a beau grandir, on a beau vieillir, en fait, les contes de fées représentent toujours cette espèce d'Éden qui était notre enfance et la façon dont on les a perçus la première fois. Et en même temps, ce qui est intéressant avec les contes de fées, c'est qu'ils nous accompagnent et ils ont tendance à mûrir et à se transformer au fur et à mesure que nous évoluons, que nous grandissons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je regarde le film de Cocteau, je ne vois plus tout à fait. Je vois des choses en plus de ce que je voyais quand j'étais enfant. La première fois que j'ai vu le film de Cocteau, je devais avoir 5-6 ans. Je me rappelle avoir eu un sentiment étrange de rêver avec les yeux ouverts. Il y avait quelque chose dans le film qui était absolument hypnotisant. Pas seulement dans l'image, mais aussi le son. Enfin, il y avait une qualité, je dirais, presque aquatique dans le film que je continue à percevoir aujourd'hui. Mais évidemment, aujourd'hui, en tant qu'adulte, je vois dans le film beaucoup d'autres niveaux, symboliques notamment. Et je vois des choses très personnelles qui appartiennent en fait entièrement à Jean Cocteau et à Jean Marais, et qui en font un objet toujours aussi émouvant, et qui n'est pas en contradiction avec ce que j'avais vu enfant. C'est ça l'intérêt, c'était que pour moi, retranscrire la Belle et la Bête, c'était travailler à plusieurs niveaux en fait de lecture. C'était de me dire, les adultes vont percevoir des choses dans le film sans être gênés d'être accompagnés par leurs enfants qui eux-mêmes vont voir le film à leur façon. C'était ça le challenge du film. Oui, Ça, dans une poésie, en fait. le vieil adage voudrait dire, en fait, la beauté des sentiments est plus importante que la beauté des apparences. Ça, c'est. Mais je pense que le film, je pense que l'histoire va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Je crois que c'est une, je crois que personnellement, c'est en relisant le livre de Madame de Villeneuve, qui est un texte conséquent de 200 pages, qu'on perçoit qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses, et que c'est en fait à la fois un regard sur la divinité, c'est-à-dire où se cache la divinité serait-elle du côté des hommes ou serait-elle plutôt du côté de la nature? Est-ce que notre rapport à la nature est sain? Ça, c'est quelque chose qui traîne aussi. Et puis, il y a aussi, quelque part, dans le texte de Madame de Villeneuve, la préfiguration, la sensation que tout ça, que les empires, les royaumes vont s'arrêter. Le texte a été écrit quelques années avant la Révolution française. Et il y a une sorte de prémonition lancinante à travers le texte qui est que tout ça va être balayé tôt ou tard et qu'avec quand la bête redeviendra un homme, finalement, à la fin du sortilège, ça sera le point final d'une période de la civilisation humaine. Il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça dans La Belle et la Bête. On peut s'amuser d'ailleurs. Moi-même, j'ai rajouté des choses à moi, par exemple sur le symbole de la flèche, qui à la fois tue la femme du prince, puis va le frapper à son tour, etc., qui est à la fois un objet de maléfice, mais en même temps la flèche de Cupidon. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut amener. C'est une histoire très riche qu'on peut nous-mêmes enrichir par notre point de vue. C'est-à-dire que c'est un objet organique, un conte de fées. C'est quelque chose sur lequel notre perception, en fait, peut croître et se développer tout en restant absolument fidèle à l'histoire originale. Mhm, Hein. tout à fait. D'abord, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Par bonheur, je fais partie d'une génération qui est née avant tous ces objets fascinants et que j'adore d'ailleurs, comme les jeux vidéo, etc. Donc, mon enfance a été plutôt une enfance de lecture. Où j'ai beaucoup, beaucoup rêvé en fait en lisant de la littérature, qu'elle soit classique ou la littérature américaine de science-fiction qui a vraiment bercé mes vacances, etc. Et c'est vrai que ça me plaisait l'idée de démarrer le film sur un livre qu'on ouvre et filmer le livre comme jamais ça avait été filmé grâce aux moyens d'aujourd'hui. Donc ça, c'était une première chose. D'autre part, je trouvais que c'était intéressant de constamment rappeler que c'est une histoire qu'on raconte aux enfants qu'on est, aux enfants que nous avons été. Et ça me plaisait l'idée que par moment d'interrompre le récit et d'avoir la narratrice qui dit à ses enfants, ça va, vous n'avez pas trop peur, vous voulez que je continue à vous raconter l'histoire. C'est-à-dire que tout ça doit nous ramener dans l'état finalement où j'espère ramener le spectateur qui est regarder le film avec les yeux qu'il avait à 12 ans.
Parce que moi, mon processus cinématographique, ce pourquoi je suis ravi d'être sur un plateau, c'est que je me remets dans la situation de moi à 12 ans voyant des films. Et les aimant comme plus jamais, après, je sais, je ne pourrais aimer un film. Je suis à un moment de ma vie, quand j'ai 12 ans, où le cinéma est plus grand que tout. Oui, parce qu'on peut se poser la question à la fin, c'est que est-ce que cette histoire a vraiment eu lieu ou est-ce qu'elle a retranscrit d'une manière enchanteresse, métaphorique, sa relation avec son mari, dont elle a eu ses 2 enfants. C'est ça le truc, c'est-à-dire que l'ambiguïté à la fin, c'est que ça s'est vraiment passé ou finalement c'est une invention, puisqu'à la fin on se retrouve à nouveau dans cette petite maison au cœur de la forêt et ils ont bâti une vie en cultivant des fleurs. Donc on peut se demander si effectivement tout ça n'est pas le fruit de son imagination ou si elle n'a pas vraiment vécu cette aventure. C'était la seule qui s'est imposée en fait, hein. On a plein de bonnes actrices en France, hein, attention, hein. Mais simplement, je ne voyais personne d'autre pour interpréter le rôle. Alors pourquoi? Ça c'est... Je pense que d'abord j'avais été frappé quand je l'avais vu dans un petit rôle dans Le Robin des Bois de Ridley Scott, où je l'avais trouvée absolument somptueuse, sous la caméra en plus d'un metteur en scène qui a une énorme importance pour moi. Donc il est clair que j'ai lu dans la caméra de Ridley Scott une forme de désir que j'ai eu instantanément. C'est-à-dire que quand on admire d'autres cinéastes, il y a un moment où effectivement ce qu'ils font passer à travers l'objectif, on essaye de l'avoir soi-même. Et puis j'ai vu les autres films que Léa a fait, qui sont des films très différents, qui sont des films d'auteur, dans lesquels elle s'empoigne avec la réalité. Elle est un personnage du réel, comment dirais-je, très incarné, très intense. Et j'ai découvert que c'était en plus une actrice avec des vraies profondeurs, avec un vrai mystère en fait. Elle est moderne, elle est moderne, mais je crois qu'elle offre une image formidable de la femme. Moi, je voulais que mon film soit le point de vue d'une femme. C'était la grande différence avec Le Cocteau. Dans Le Cocteau, Josette D est magnifique, mais elle sert de catalyseur entre la caméra et Jean Marais, de toute évidence, et elle est souvent filmée de dos. Et je trouvais moi, je voulais vraiment le point de vue de Belle, et il me fallait pour ça une actrice qui soit à la fois classique, juvénile, féminine, moderne, solaire et avec des profondeurs. Et en fait, Léa a tout ça. Et elle est vraiment unique en son genre. Et je dois avouer que dès le premier jour de tournage, j'ai compris que le choix était le bon, parce qu'elle a instantanément évolué dans cet univers d'artifice, parce que évidemment faire un film comme ça, c'est comme arriver sur une pièce de théâtre, comme arriver sur une scène de théâtre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Et immédiatement, elle a créé une bulle autour d'elle sur laquelle la vision que j'avais pouvait se projeter. Donc je la voyais évoluer dans une dimension qui n'était pas encore la mienne, qui était celle que je voulais, et sur laquelle il n'y avait pas encore les décors, les paysages, etc., mais qui existait de par son incarnation, de par ses yeux, de par la façon dont elle regardait, dont elle écoutait des choses qui n'existaient pas encore. Et avec mon chef opérateur, Christophe Bocarne, on s'est regardé, je me rappelle, le premier jour, et on a fait. On savait que c'était bon. On était... Vincent, j'ai jamais douté non plus. Vincent, il est la bête. Hein. C'est vraiment... il est la bête telle qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire une espèce d'incarnation à la fois virile et en même temps arrogant et cyclotimique, etc. Ces deux acteurs ont pour moi un grand intérêt, c'est qu'ils ont un yin-yang vraiment bien équilibré. C'est-à-dire qu'il y a chez Léa une part de masculinité qui lui donne un charme absolument sensationnel, et il y a chez Vincent une part de féminité qui lui permet d'être ce personnage, comment dirais-je, grandiose, noble et un peu agaçant, qu'à mon avis était parfait pour la bête, quoi. Ils ont fait le boulot, et je dis bien, en même temps, s'ils n'avaient pas été là, s'ils s'étaient simplement contentés d'être des porte-manteaux, en fait, tout ça ne marcherait pas. C'est-à-dire qu'en fait, on n'éprouverait pas d'émotion.
Il y a des scènes dans le film, effectivement, où le tournage était très cru, et en même temps, moi, c'était même aussi pour moi comment dirais-je, difficile, parce que quand, par exemple, il y a une scène sur laquelle j'avais beaucoup travaillé, sur laquelle j'avais investi beaucoup émotionnellement, c'était la mort de la princesse. La mort de la princesse, ça a été tourné dans un bac à sable. Il y avait la pauvre actrice qui était là dans un décor, sinon le studio ressemblait à une friche industrielle. Il y avait un bac à glace, un bac à sable, et elle était nue comme ça par terre. Et pour moi, et pour moi, il fallait projeter sur cette scène, tout comme l'actrice, tout ce qui allait se passer. Le jardin français, le fait qu'elle est un animal et qu'elle se fait tuer par son propre mari, etc. Je veux dire, il y avait pour moi quelque chose qui était un vrai challenge et qui finalement rejoignait le challenge des acteurs. Il ne faut pas oublier que les acteurs avaient beaucoup à incarner et moi j'avais beaucoup à projeter. Parce que moi aussi j'étais confronté à ces horribles fonds bleus et verts. Et moi aussi j'étais parfois en me disant, mon Dieu, quand est-ce que je verrai enfin cette image ? Le jeu des comédiens a induit le découpage. C'est-à-dire que tout était déjà fait, tout était déjà là, mais ils m'ont aidé à peaufiner les derniers détails. Il y avait des choses qui étaient, même si ça avait été storyboardé, même si ça avait été peint, etc., précisément avant le tournage, simplement pour évaluer le budget, disons les choses comme elles sont, c'est ce qu'ils ont fait sur le plateau qui a définitivement inscrit cet univers imaginaire autour d'eux. Ça, c'est clair. De toute façon, tout est une question d'interaction. Il est clair que quand Léa court après la biche dans le sous-bois pour finalement découvrir le rosier, elle court sur de la moquette bleue, avec une caméra automatique qui la filme sur un rail, avec un petit moteur. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a pas les écureuils, il n'y a pas la biche, il n'y a pas la mousse par terre, il n'y a rien. Le matin, en arrivant, elle voit sur les storyboards qu'elle court dans un sous-bois. Mais elle le découvre vraiment il y a 3 jours quand je lui ai montré le film. Et ça, c'est... Et je dis bien pour tous les gens qui travaillent, c'est notre force de conviction. Et c'est en cela que le rapport qu'on a avec l'enfant qu'on a été est très important. C'est cette force de conviction qui, dans le cas de cette histoire, vient directement de ce qui étaient nos rêves d'enfant, qui donne une réalité au film. Forcément, oui, bien sûr. Oui, je me suis déchaîné même. Je veux dire que mes autres films étaient spectaculaires, pour le moins, mais celui-là, c'est celui sur lequel je me suis complètement lâché, parce que l'outil est un outil extraordinaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes rassuré, que vous savez que les acteurs vont avoir sur l'écran la grâce, en fait, vous êtes lâché. Vous pouvez dire, je vais imaginer des cieux incroyables, comme par exemple le baiser final. J'ai toujours pensé que le baiser final devait ressembler au plan final de Autant emporte le vent, qui est un de mes films favoris, et il devait y avoir cette colline, ce coucher de soleil et tout. Mais il est clair que quand j'ai vu la façon dont Léa et Vincent s'embrassaient à la fin, etc., ça nous a permis de créer tous ces détails. Le petit clocher dans le fond, les roses de différentes couleurs, dont certaines qui ont la couleur de la robe qu'elle porte, etc. Ça nous a aidé à être encore plus imaginatifs que ce on était à l'origine. Oui, sauf la chasse à courre qui ouvre qui ouvre le troisième flashback, qui est tourné en fait dans la forêt qui est contingente du studio. Simplement, on l'a tourné en fait au tout début parce que le film a été tourné en hiver et je voulais encore les teintes de l'automne. Je voulais que le rouge, la passion violente, sanglante de ces chasseurs, leur obsession de rattraper cette biche s'inscrivent dans le décor. Et donc, je voulais des feuilles rouges et or. Et on a tourné donc une demi-journée, cette chasse à courre avec les chiens. Et voilà. Et le reste, ce que vous avez vu, c'est du studio. Non, parce que c'était une façon de couper les ponts avec la réalité. Je veux dire, d'une certaine manière, je voulais que le film soit sur un terrain qui est celui du paysage mental. Le film Avatar a eu une très grosse importance pour moi. Je pense que c'est un film qui m'a plu au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. J'étais très frappé par le fait qu'il y avait un metteur en scène qui arrivait et créait une biosphère avec son imagination, quoi.
Et à partir de là, je me suis dit, bon, ben ça y est, on rentre dans une nouvelle ère du cinéma, il va falloir que je m'inscrive très très vite dans cette problématique, c'est-à-dire d'arriver, de dire, voilà, on décroche avec la réalité et on va créer une autre réalité. Mais évidemment, le piège des effets spéciaux, et ça c'est important d'en parler, le piège des effets spéciaux, c'est de pouvoir tout faire et c'est de faire en fait n'importe quoi. Nous, dans le film, on a pris le parti de tout reconstituer, les herbes, les arbres et tout, mais ce sont des vraies herbes, des graminées que j'ai sélectionnées. Les arbres sont des arbres européens, etc. C'est-à-dire que je ne voulais pas que les gens perçoivent ça comme un univers absurde ou ésotérique ou très loin de leurs préoccupations. Non, simplement, quand elle court dans le sous-bois, il fallait que ça soit simplement un sous-bois avec une touche d'harmonie qu'on ne peut pas avoir dans la nature, qu'on ne peut pas trouver. Ou alors, il faudrait le chercher et emmener l'équipe je ne sais où pour obtenir cette harmonie incroyable. Là, je pouvais moi-même sélectionner la direction de la lumière, les arbres, les mousses, les rochers, etc. Et dire, voilà, c'est le sous-bois que j'imaginais quand j'avais 12 ans et dans lequel j'aurais aimé que quelque chose de magique arrive, quoi. Voilà, c'est ça, et je pense que couper les ponts avec la réalité, ce n'est pas s'en éloigner, c'est finalement y revenir, mais à travers ses émotions. Bah, c'est mon problème, moi, avec certains films américains. Je pense qu'il y a une perte, dans les derniers films américains que j'ai vus, il y a une perte de l'échelle humaine. Je crois malheureusement que les films ont beau être virtuoses, ont beau créer des trucs extraordinaires, à un moment donné, vous perdez pied parce qu'il n'y a plus de relation à l'échelle humaine. La force de l'Avatar, c'est que le héros est un handicapé. C'est démentiel. C'est-à-dire, pour le choix de James Cameron et une telle intelligence, c'est-à-dire de dire, voilà, je vais créer un univers qui est entièrement dans ma tête, et la preuve, c'est que le héros de cet univers, c'est un homme qui n'a plus l'usage de ses jambes, dont les émotions intérieures vont faire de lui un héros. Ça, c'est un véritable raisonnement de cinéaste. En fait, les effets spéciaux, il y a beaucoup de polémiques sur les effets spéciaux numériques. Genre, je lis beaucoup pardonnez le mot, mais de bêtises sur les effets numériques. On a l'impression que les effets numériques ont gommé l'artisanat du cinéma. Mais non, en fait. C'est en fait toujours la même chose, mais simplement les effets numériques nous permettent de faire les choses mieux, plus précisément et dans un plus grand confort. Par exemple, Jean Marais a subi une torture en 1946. Il était enduit de colle tôt le matin, vers 3 heures, et il en a d'ailleurs développé un eczéma colossal. Et le pauvre se retrouvait avec un masque à travers lequel il devait projeter ses émotions, un masque très épais, très problématique. Moi, en fait, le masque a été créé. Le masque a été créé, et des petites mains ont implanté les poils de la bête un par un, pendant des centaines d'heures. Simplement, ce masque, moi, il n'est pas appliqué sur le visage de Vincent avec de la colle, il est appliqué sur le visage de Vincent grâce aux techniques numériques. C'est-à-dire que le masque est scanné à très haute définition, puis posé sur le visage de l'acteur. Donc, en fait, l'acteur n'a plus à se lever à 4 heures du matin, je n'ai plus à attendre de le voir arriver, il ne développe plus un eczéma géant, mais à l'arrivée, c'est un masque avec des poils fait par des artisans dans un studio. Et il peut jouer parce que le masque n'a plus l'épaisseur des vieux masques d'autrefois. C'est comme une seconde peau. C'est-à-dire que le masque est littéralement posé comme une peau sur ses expressions. Donc au contraire, l'acteur en est d'autant plus respecté que justement le masque aujourd'hui est fin d'un micron. Enthousiaste sûrement.